La première question est commune à vous deux. C'est pour savoir un peu ce qui a été votre parcours dans le cinéma pour arriver jusqu'ici. C'est elle qui commence, parce que c'est elle qui a commencé en cinéma. Donc. Moi, en fait, j'ai un parcours très zigzagant. J'ai commencé très tard à entrer dans cette unité. J'étais cinéphile au fond, au début. Le cinéma m'intéressait comme spectatrice. Donc j'ai fait des études d'archi, après j'ai fait des études de travail social, j'ai été assistante sociale. J'ai repris des études tout en travaillant de cinéma, où j'allais à l'université. Et puis un jour j'ai arrêté mon métier avec cette idée que j'avais envie de voir comment se fabriquaient les films, sans jamais m'avouer que j'avais envie de faire des films. Parce que c'est compliqué de se dire, c'est ça mon désir. Et donc j'ai travaillé longtemps comme script avec des réalisateurs. Script responsable donc, du script. Vous voyez ce que c'est le travail de la script ? C'est réécrire un peu le Pas du tout. Scénario. C'est en fait être là au moment de la préparation puis de la mise en scène du film, d'accompagner le réalisateur. On est sa mémoire, on est la mémoire de ses intentions, on est la mémoire de tout ce qui s'enregistre. C'est-à-dire, vous savez, c'est celle qui fait attention à tous les raccords de jeu pour qu'un comédien joue de la même façon d'un plan à un autre, qu'il ait le même vêtement, la même attitude, etc. Tout ça, c'est le travail de la script. En tout cas, ça, pour résumer, puisqu'on ne va pas parler de ça, c'est un endroit d'observation extraordinaire de la mise en scène. On voit tout. On voit comment le réalisateur décide de filmer, on voit comment travaille la personne derrière la caméra, comment travaille scène qui prend le son. On regarde les comédiens de très près et on est toujours coincé entre la caméra et le réalisateur. Donc ça a été mon école de cinéma. Et après, je me suis mis à réaliser. J'ai réalisé un premier court-métrage, puis des longs-métrages. Puis après, j'ai dévié vers des films de toutes formes, tels que vous avez vu là, ou parfois même plus expérimental. Enfin voilà. Alors moi, j'ai fait les Beaux-Arts. Et puis j'ai vécu avec une personne qui faisait des films. Mais j'aime bien écrire aussi. Alors un jour j'ai écrit un scénario, l'histoire d'un jeune aveugle qui se trouve en possession, qui gagne un appareil photo. Et donc j'ai pensé que ça intéresserait Marie de le tourner. Elle m'a dit non, tourne-le, je t'aiderai. Donc on a tourné ce film ensemble. Et puis on a continué, j'ai continué à écrire d'autres scénarios de courts-métrages, voilà. Et jusqu'à un long-métrage qui s'appelle La fin du règne animal, qu'on a aussi tourné ensemble. Et puis voilà, comment je suis arrivé au cinéma. C'est un peu compliqué, c'est un peu embrouillé, parce que parfois on travaille ensemble, parfois on ne travaille pas ensemble, parfois il écrit pour moi et moi je réalise toute seule, parfois il écrit pour lui et moi je l'aide à la réalisation, parfois on n'a rien à voir l'un avec l'autre et on travaille avec d'autres personnes. Donc, voilà, on a zigzagué. Et du coup, vous travaillez indépendamment pour faire vos propres scénarios, que ce soit en duo ou en solo fait de votre côté. Est-ce que vous avez un producteur qui vous produit après ? On a eu plein de producteurs différents. On a parfois eu pas de producteur. On fait aussi des films sans producteur, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, par exemple. Pas besoin de producteur. Donc, on n'a pas toujours eu les mêmes producteurs. Donc, non, on passe. Voilà. On a même autoproduit un film. Ouais. Voilà. Tout à l'heure, vous parliez d'une expérience pour l'ami Ariel. C'est quoi que vous caractérisez vraiment comme expérience dans ce film ? C'est de ne pas préméditer. C'est-à-dire que normalement, vous savez, maintenant on apprend, on pense que c'est ça le cinéma, on pense que c'est ça. C'est ça, mais c'est pas toujours ça. C'est pas toujours écrire un scénario. C'est pas toujours mettre en scène des gens devant qui vont jouer ce que vous avez écrit. C'est pas toujours faire des plans tels qu'on les voit faire depuis des années dans tous les films. Parfois, c'est vivre, que ce soit une expérience de vie, quelque chose qui vous soit aussi révélé par ce que vous êtes en train de faire. Et c'est une autre façon de faire des films, c'est une autre possibilité du cinéma. Et c'est très excitant. Parce que si c'est juste fabriqué très très vite, vous commencez, vous faites des choses comme ça. Vous écrivez un scénario, c'est ce qu'on a fait tous les deux. On écrit un scénario, on le met en scène, on a des acteurs, on les place, on raconte une histoire et puis c'est fini. Et ben il y a une frustration au bout d'un moment de ça, parce qu'on a besoin aussi de découvrir nous des choses. Donc on met des dispositifs différents pour découvrir quelque chose
que peut nous donner le cinéma. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Si, oui. Voilà. C'est profiter de ce que peut nous donner naturellement le quotidien, les personnages qui sont dans le film. Oui, et puis ce que ça peut nous révéler, et en même temps, il y a du mystère au fond dans le réel. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Là, je revoyais le film que vous avez primé, et je trouve qu'il est assez passionnant pour ça. C'est-à-dire que contrairement à tous les autres films, il n'a pas de résolution. C'est-à-dire qu'on est devant un problème, on sent qu'ils ont des difficultés, ils sont les uns avec les autres, mais celui qui a réalisé ce film, il n'a pas décidé de vous expliquer le monde. Il a décidé de vous mettre, enfin de nous mettre, devant le mystère de quelque chose qu'il ne comprend pas très bien, dont on n'a pas les solutions, même les adultes, même les éducateurs, même les profs. On est déroutés. Et le fait que tout ne rentre pas dans des cases, qu'on puisse être dérouté dans la vie, c'est super beau de le rencontrer au cinéma, par exemple. Et ça paraît... c'est important. Voilà. C'est aussi important, ce genre de révélation, qu'on a comme spectateur, mais qu'on a aussi comme réalisateur. Non, ce que je pourrais juste dire, c'est qu'on est assez différents par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, je suis peintre, donc je fabrique des images, entre autres. Et mon rapport au cinéma passe par l'écriture, justement. Ça qui est marrant, c'est que, contrairement à Marie, moi, je passe toujours par une histoire où j'essaye de décrire les rapports entre les gens, ou leur rapport au monde, et à partir de là, ça devient un film. Et ça a toujours été comme ça, en fait. C'est marrant. Oui. En fait, on n'est pas forcément pareil. On n'est pas... mais c'est intéressant, justement, ce ping-pong qu'on peut avoir, hein, cette stimulation qu'on peut se donner l'un à l'autre, quoi. Et puis, il y a aussi un truc, c'est que... moi, les histoires, elles ne sont pas forcément... enfin, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand une histoire, elle dit plus que ce qu'elle raconte. On sent derrière qu'il y a une espèce de petit drame intime qui se joue, quelque chose d'un petit peu vertigineux, comme si on passait derrière le miroir, en fait. Donc, il y a ce qu'elle raconte, tout simplement, mais quand même sentir derrière que il y a quelque chose qui n'est pas résolu, qui nous échappe, qui dit des choses sur notre malaise, sur notre trouble, effectivement. Bon, voilà, moi, c'est ça que j'aime dans les histoires. Bon, voilà. Et moi, c'est ce que j'aime au cinéma, avec histoire ou sans histoire, parce qu'on peut aussi faire justement un cinéma de plasticien. C'est en ce sens-là que c'est paradoxal, parce que lui est un peintre, mais quand il fait des films, il passe beaucoup par l'écriture et le scénario, c'est ce qu'il essaye d'expliquer. Alors que moi, qui suis normalement pas du tout une plasticienne, j'aime beaucoup quand il n'y a pas une mise en forme scénarisée. Je travaille beaucoup, par exemple, sur le fragment. Là, vous l'avez pas vu, mais de toutes petites scènes un peu troublantes comme ça, mais qui sont juste un fragment sans dramaturgie, par exemple. Et je refuse souvent la dramaturgie quand je travaille toute seule, quoi, par exemple. Alors que lui, il y en a toujours un peu. Mais toi, tu es une cinéaste de la sensation. Oui, c'est ça. C'est pour ça que le prix du festival, il passe beaucoup par ça, par la sensation. C'est un cinéma de la sensation. J'ai trouvé ça bien que vous l'ayez primé, parce que j'ai trouvé que c'était bien cette chose-là. Il y a une phrase qui est très belle de Pessoa qui dit « On a la taille de ce qu'on voit ». C'est difficile de voir, donc on peut tous voir différemment quelque chose. Et être devant un film et que chacun arrive à se projeter et à se raconter son propre film ou sa propre sensibilité à la chose, c'est très important. La communion, c'est très important. Très souvent, au cinéma, c'est vachement agréable d'être dans une salle et de tous communier, tous rire au même moment, comprendre la même chose, avoir la même émotion. Mais il ne faut surtout pas que ça soit la seule façon de faire des films. C'est-à-dire que c'est extraordinaire aussi quand on est devant un film et que chacun intimement a un ressenti particulier et singulier de ce qu'il est en train de voir. Parce que ça le confronte à ce qu'il est dans sa singularité, dans sa perception personnelle du monde, des choses, des gens. Et c'est très important. Nous, on est réalisateurs, donc on a toujours envie de se battre pour ce cinéma dont on parle, qui est moins la communion, qui est plus comment chacun, tout seul dans une salle, reçoit ce qu'on lui propose. Et c'est un cinéma qui souvent est en danger, parce que s'il n'y a pas communion, il n'y a pas nombre d'entrées, il n'y a pas résultat. Vous comprenez toutes les conséquences que ça a ensuite. Et c'est très très important de préserver ces territoires plus compliqués,
mais qui appartiennent à ce grand monde du cinéma. Donc la communion, le rapport individuel au spectateur, vous voyez ce que je veux dire? Le plaisir visuel, le plaisir sonore, plein de possibles. Mais c'est marrant parce que tu parles de Pessoa, mais il y a une phrase que tu connais bien, que tu as oubliée. Pessoa, il dit sentir, c'est comprendre. Expliquer, c'est réduire, mais faire sentir, c'est faire comprendre. Il y a quelque chose qui est assez beau et qui va tout à fait dans le sens que tu dis. Oui, c'est dans ce sens-là qu'on dit on a la taille de ce qu'on voit, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... c'est souvent... Et ce dont parle Marie, c'est... Parfois, le cinéma, notamment aujourd'hui, pêche par l'explication. C'est-à-dire tout est dit dans le scénario, tout est dit, les personnages disent tout. Rien ne passe par la sensation, par la mise en scène, comme ça. Ce qui est formidable dans le film qu'on a primé, c'est qu'on sent le malaise des jeunes, mais qui est le malaise des adolescents de leur âge, qui est une espèce d'incompréhension devant le monde. C'est un truc dans lequel ils vont devoir aller, et puis en même temps, ça leur échappe. Quelque chose d'un peu... Il y a plus que ça, quand même. Il y a quand même la folie aussi. Mais ça, on peut toujours... Non, mais ce que je veux dire, ça, on peut toujours le dire, blablabla, faire du blablabla, le mettre dans un scénario, entendre les personnages le dire. Mais ce qui est beaucoup plus fort, c'est quand les personnages... Ça ne se dit pas pendant le film, mais ça se sent, ça se fait sentir. Et c'est très beau, toute la scène comme ça, où la scène où ils ont traversé la rivière, où ils sont éclairés, on voit les petits points lumineux sur leur visage, et un truc comme ça, voilà. Qui les dépasse. Oui. Au même temps, il y a des choses qui se révèlent, c'est-à-dire que l'ami commence à comprendre le problème de son ami, enfin, mais pas complètement. Enfin, il y a mais c'est vrai que rien ne passe par l'explication, tout passe par ce qu'est le cinéma, c'est-à-dire de l'image, du son, des visages. Vous voyez, c'est très... Oui, c'est plus suggéré, voilà, c'est plus fluide, voilà. quelque part. Et quelque part, ça rend le spectateur libre de son interprétation. Et ça donne une liberté au spectateur. Et alors, c'est très paradoxal, parce que ce cinéma de communion, que j'adore, c'est pas du tout une critique dont on parlait, là, ce cinéma de communion où tout le monde rit en même temps, sent en même temps, enfin, a les mêmes sentiments, les mêmes choses dans la tête... Il fait beaucoup de bien, je trouve, parce que quelque part, il y a des endroits où il faut qu'on soit tous ensemble à sentir pareil. Mais ce cinéma de sensations dont on parle, il fait aussi beaucoup de bien parce que vous n'êtes pas manipulés. C'est-à-dire que les gens qui décident de faire ce cinéma-là, ils sont eux-mêmes en train de se dire comment je vais mettre en scène quelque chose que je sens mais que je ne comprends pas complètement. Vous voyez ? Donc il vous le donne à voir. Il dit voilà, moi je sens les choses comme ça, je les vois comme ça. Et c'est une façon de dire au spectateur et vous, comment vous les voyez, comment vous les sentez. Alors que le cinéma de communion, c'est on est tous pareils, on sent tous pareil, on comprend tout pareil. Vous voyez ? Oui. Et quelque part, on domine un peu, on manipule plus. Parce que pour penser ça, il y a toujours une espèce de, malgré tout, de petite mécanique du scénario, d'endroits où on appuie, de petites recettes qui font que tous on est touchés par quelque chose qui est universel, qui va tous nous toucher. Mais celui qui fabrique, il le sait, ça. Donc, quelque part, il ne vous prend pas tout à fait avec la même liberté de regard que ceux qui font ce travail sur la sensation. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'apparaît, je ne sais pas si... Après, pour vous, y a-t-il un lien entre tous les courts-métrages qu'on a vus aujourd'hui, Jouir, Tuer, Bouger, Rêver, Mentir? Personnellement, j'ai trouvé que dans chacun de ces films, il y avait un certain thème qui ressortait, comme l'amour, par exemple. Du coup, est-ce que tout cela fait un lien entre tous ces petits films? Oui, ça fait un lien d'une certaine manière, parce qu'en fait, ça parle de la complexité de... On est dans des situations assez simples, mais finalement, ce qu'on sent, c'est la complicité des rapports humains entre les parents et les enfants, entre les amoureux qui se regardent mais qui n'osent pas se dire leur amour, entre les amours, la jalousie, il y a tout un truc sur la jalousie, les rapports aussi de pouvoir, comme dans l'école d'art, où par exemple, quand même, il
il y a le prof qui quand même va jusqu'à dire à l'élève mais tu penses mal, c'est hyper violent de dire ça à quelqu'un, tu penses mal. Ça veut dire que lui, il est tellement sûr que lui pense bien, il est tellement sûr qu'il y a une vérité qu'il arrive à lui dire des choses comme ça. Donc c'est une espèce de décrypter un peu la cruauté des rapports humains en même temps. Voilà. Et parce que même dans celui qui se passe dans le pressing, oui, on sent que le garçon il est amoureux de la fille. Il y a un peu une petite cruauté dans le sens où on ne sait pas si c'est un quiproquo ou si elle a compris qu'il était amoureux d'elle. Ou, voilà. Donc on reste sur cette espèce de frustration. Et puis, voilà. Moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de faire sentir, à travers des choses comme ça, tout ce qu'il peut y avoir derrière. Par exemple, elle fait ce rêve où elle monte, elle a peur d'être avalée par le blanc, alors qu'elle est noire. Donc on l'entend ou on l'entend pas. Je suis pas en train de vouloir faire un jeu de mots, mais il se trouve que voilà, quand les mots, nous emmènent quelque part. Voilà. Donc le lien, il serait là dans cette espèce de... Les liens sociaux Oui, c'est ça. Non, mais par exemple, quand les deux garçons qui font de la charcuterie, ils parlent des surnoms qu'on donne dans les familles. Bouboule, machin, bibiche, voilà. Donc ce qui est rigolo, c'est que dans les familles, on n'y reste pas jusqu'à la fin de sa vie. Mais il y a des familles où quelqu'un qu'on a appelé Bichon à 12 ans, pour tout le monde, il restera toujours Bichon même à 40 ans. Et à la limite, quand il revient dans sa famille, donc c'est une manière d'enfermer les gens dans quelque chose qui est une espèce qui est lié à la famille. Et il y a quelque chose d'assez qui peut être un peu étouffant dans la famille aussi parfois. Des fois, il y a des gens qui n'arrivent pas à se libérer de leur famille. C'est d'ailleurs ce qu'il disait. Voilà. Oui. Donc le lien, il est là. Voilà. Oui. Ok. Et après, pour bouger, vous aviez dit que vous aviez été aux Beaux-Arts. Est-ce que cette relation avec un professeur, tu penses mal, est-ce que c'est une relation que vous avez pu avoir avec un de vos professeurs? Est-ce que c'est déjà du vécu ou est-ce que c'est un regard plus loin pour dire il y a des relations qui sont quand même assez virulentes? Moi, j'ai pas vécu ça en fait. J'ai pas vécu ça parce que je suis un peu plus vieux que l'époque où j'ai écrit ça, aux gens auxquels je pensais. Donc ça se passait pas complètement comme ça dans les écoles d'art. Il y avait encore... Et il y a un moment donné où on a voulu que les écoles d'art soient comme les autres universités. Donc il fallait renforcer le côté théorique qui n'existait pas avant. Et là, on a basculé dans quelque chose où, et qu'on retrouve encore aujourd'hui, où les élèves sont obligés de faire des mémoires, mais on leur demande d'être hyper calés au niveau théorique. Et quelquefois, ils n'ont même plus le temps d'aller dans l'atelier parce qu'ils sont là obsédés par leur mémoire. Donc il y a un truc comme ça. Et pour moi, le prof qui est là, qu'on voit, il est emblématique d'une certaine époque où justement les théoriciens ont un peu pris le pouvoir. Les théoriciens ont terrorisé les élèves d'une certaine manière. Voilà. Et moi, je l'ai senti dans des écoles, je l'ai senti quand j'en ai parlé avec des gens qui avaient fait des beaux-arts après moi. J'ai vu des gens comme ça. Bon. Mais comme élève, moi, je ne l'ai pas ressenti, en fait. Parce que c'était à la génération avant. C'est du coup, plus pour vous, là, la question pour l'ami Ariel, c'est plus simple de tourner avec des personnages tirés de la routine, du quotidien, ou avec des acteurs où on leur donne un scénario? Moi, j'adore les comédiens. J'ai toujours beaucoup... Là, vous voyez quelque chose que j'ai fait sans comédien, mais depuis toujours, je travaille très souvent, même, j'enseigne même le travail avec les comédiens, donc j'adore ça, quoi. Donc j'ai autant de plaisir à travailler avec des comédiens que travailler de façon documentaire, je dirais. Hein. Et pour moi, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il faut juste que je sente à un moment donné, quand je travaille avec un comédien, qu'il y a une certaine vérité. J'ai besoin au cinéma de vraiment y croire, quoi. Parfois, je vois des comédiens jouer, je les sens, ça, pouf, c'est fini pour moi, quoi. Mais non, parce que
Comme le dit Joël, au fond, même si là ils étaient opposés un peu nos deux films, puisque moi c'est un personnage que j'observe, et Joël c'était des comédiens, au fond il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que ce que je demande à un comédien, c'est d'être Ariel. Enfin, par exemple, si je demandais à un comédien d'être Ariel, si je prenais un comédien, je lui disais voilà, on va faire le rôle d'Ariel, ben, je veux qu'il me donne la même chose que Ariel me donne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important ça. C'est pas juste. Il y a une vérité dans le travail avec l'acteur que certains réalisateurs traquent ou ne traquent pas. Voilà. Moi, j'adore ça. Mais j'adore quand on ne sait plus si c'est un comédien ou pas un comédien. On a fait des films comme ça où et les gens pensaient que... Bah d'ailleurs, même là, Philippe l'a dit, à un moment donné, il a dit, mais ils improvisaient. Et à la fin, quand il y a eu l'entretien, je ne sais pas si vous étiez dans la salle, mais Philippe Lodenbach demandait à Joël si c'était de l'improvisation, ce qui se passait avec les acteurs, alors que c'était extrêmement écrit. Donc c'était pas du tout de l'improvisation. Mais il faut arriver à cet effet-là, quoi. Oui. Et par exemple, sur la personnalité d'Ariel, est-ce qu'avec un acteur, vous auriez pu trouver cette même personnalité, arriver à forger cette même personnalité? Je crois pas parce que je peux la recopier, ce qu'on fait souvent d'ailleurs. Hein. Je peux la recopier et surtout du coup m'appliquer à garder tout ce mystère et tout cet aspect poétique que peut avoir Ariel. Parce qu'il est surprenant, parce que il a un rapport au langage incroyable, il a un rapport et en même temps cette espèce de forteresse. Donc on peut reconstituer tout ça avec un acteur. Mais c'est vrai que quand il faut l'avoir observé, il faut déjà au moins l'avoir saisi. C'est pas théoriquement sans l'avoir rencontré dans la vie qu'on peut y arriver. Il faut déjà beaucoup regarder la réalité. La complexité de la réalité et ne pas regarder que l'écriture de scénario, comment on fait, la dramaturgie. Pour arriver à ça dans un véritable film, je pense que tous les grands réalisateurs qui arrivent à ça, c'est très difficile, c'est ceux qui ont une grande connaissance du réel. Vous voyez, enfin, c'est très important, quoi. Je crois. Et puis il a un vrai univers dans la tête, Ariel. Personnage, des gens qui l'appellent comme ça. Voilà, la grand-mère berger allemand. Il y a un vrai univers. Ça, bon, on peut l'inventer, mais on pourrait, à partir de ce film, demander à un acteur de rejouer ça, mais ça n'aurait pas autant de force. Ouais, je pense que tu as raison. Ça peut l'avoir, parce que malgré tout, d'ailleurs, Oui. des tas de Il contre-exemples. y a des acteurs à qui on pourrait... Il y a des acteurs qui sont extraordinaires, quoi. Ça peut l'avoir, mais quand c'est juste capté comme ça dans le réel, c'est comme une fleur toute fraîche, quoi. C'est comme si vous preniez, au lieu d'avoir une fleur très travaillée, qui est très belle, magnifique rose, qu'on a greffée 10 fois, bah vous avez un myosotis, quoi. Quelque chose de fragile et d'étonnant. Et c'est ça qui est beau, c'est d'aller chercher dans le réel tout ce qui peut vous émouvoir, quoi, mais dans le sens vous bouger sans que vous compreniez vraiment, quoi. Enfin, c'est ce qui nous passionne, je crois, en tout cas. En tout cas, il y avait dans les films qu'on a pu voir, il y avait quand même ce qui ressortait, c'était quand même une sorte de liberté. Ça se voyait, ça se sentait, une sorte de légèreté, comme on vous l'a fait remarquer. Est-ce que c'était de l'improvisation? Bah, apparemment non. C'était écrit, mais ça paraissait être naturel. Donc vous préférez raconter, faire vibrer les spectateurs autant que les personnages, ou donner une morale à travers vos films et vos personnages? Jamais de morale. Surtout pas de morale. Voilà, je crois que c'est le spectateur qui fait sa morale. Mais si on lui mâche le travail, c'est peut-être un peu ce qui nous gêne parfois à certains cinémas d'aujourd'hui, c'est qu'on lui mâche le boulot. On lui explique bien quelle morale, on dit bien qui est gentil, qui est pas gentil, que le monde est terrible, etc. Donc on lui... Voilà, c'est un peu les... Et nous, moi, je trouve que le monde est terrible, mais c'est pas parce qu'il est représenté tout le temps et qu'il est, comment dire, que on explique ça aux gens, que ça les fait bouger. Moi, je pense que même que c'est l'inverse. Je pense que c'est presque une façon que tout le monde ait bonne conscience, parce que, ben voilà, on voit des films qui parlent de problèmes de société, et on les voit et on est tout à fait d'accord. On ne peut être que d'accord.
En plus, j'ai été travailleuse sociale, donc je connais dans ma vie que je ne tombe pas des... Hein, donc on peut être que d'accord. Et tout le monde est bien d'accord, et on sort, on est content, on est bien d'accord, et on passe à autre chose. Je crois absolument pas. Je pense qu'on peut faire réfléchir chaque personne individuellement, mais en donnant comme ça des interprétations à chaque fois enfin, c'est des représentations de ce qui se passe dans le monde. On doit dépasser ça pour faire bouger les gens. Sinon, quelque part, c'est presque soporifique. C'est-à-dire, vous en avez vu. Nous, on est vieux maintenant, depuis les années 70, nous avons vu ce genre de films sur lesquels nous étions toujours d'accord. Et le monde, il va de plus en plus mal. Donc, c'est pas vrai qu'on guérit le monde comme ça. On guérit parfois le monde en apprenant justement que dans la vie, c'est compliqué. Qu'il faut faire un gros travail pour aller vers l'autre, pour avoir de l'empathie, même pour quelqu'un qui est fou, comme le garçon de Basse, qui est insupportable, qui est fou, qui est inconscient, qui fait un acte terrible. Et c'est tout ça qui peut peut-être nous faire bouger, plutôt que on va être tous d'accord pour dire que c'est terrible la façon dont sont traitées les femmes battues, les migrants, etc. On va être tous d'accord. Et c'est quelque chose de très douloureux. Mais comment résister à ça autrement qu'en étant bien pensant ? Comment on peut résister individuellement à ça ? Ça, c'est une autre histoire. Pas en disant « Oh, on a vu un film, on est vachement d'accord ». Parce qu'en fait, il ne faut pas s'adresser à tout le monde, il faudrait s'adresser à chacun. Donc, parce que quand on s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire quand on vous dit, vous avez vu, les pauvres immigrés, tout ça, il y a un moment donné où, comme tout le monde est d'accord, on est sur le mode de la connivence. Alors, je vais aller sur le terrain de la connivence, donc tout le monde sera d'accord avec moi, tout le monde va aimer mon film. Non, il faut dépasser ça. Il faut dépasser le seuil de la connivence pour arriver à dire, peut-être à toucher les gens davantage qu'en leur assonnant des vérités qu'ils savent très bien seulement en ouvrant la télé ou le journal. Voilà, donc c'est ça le vrai travail. Mais au fond, c'est quoi le vrai travail ? Ça dépend ce qu'on a, le point de vue qu'on a sur le cinéma. Soit c'est quelque chose d'artistique, soit c'est quelque chose d'utilitaire. Voilà. Nous, on a tendance à penser que le cinéma, c'est comme la littérature, c'est comme la peinture. On peut dire des choses sur le monde, mais d'une manière plus subtile qu'en assonnant des vérités qui font que, voilà. Il faut que ça bouge la personne, que ça la renvoie à elle-même, que ça la renvoie, pas juste qu'on soit tous juste servis à ce truc de la connivence, quoi. Que vous réfléchissiez. Par exemple, je ne sais pas si ça vous est arrivé d'être devant des situations de la folie, comme dans le film Basse, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait, quoi ? On voit bien que tout le monde est pris au dépourvu, quoi. Là, vous êtes obligés, vous, d'aller chercher vos propres ressources. Quand on vous montre... il faut qu'on arrive à l'échelle au-dessus. C'est qu'est-ce qu'on fait, nous, avec les migrants ? Qu'est-ce qu'on fait, nous, avec les fous ? Qu'est-ce qu'on fait, nous, avec les gens ? Nous. Moi. Pas... on est tous d'accord. C'est un peu... Je ne sais pas si je suis très claire. Non, mais en plus, ce qui est bien dans ce film... Chaque personnalité est différente, donc ça s'adresse à chaque personnalité. Je crois pas un peuple, pas une masse de gens. Il ne faut pas qu'ils réagissent tous de la même manière. C'est-à-dire que les formes que l'on emploie, si on est cette connivence dont parle Joël, elle enlève la responsabilité individuelle, quelque part. Alors que, au fond, quand on se met... On ne surplombe pas le spectateur. Parce que c'est quelque part le surplomber que de dire, voilà, le monde, il est comme ça. Et on surplombe aussi les gens, parce que d'un seul coup, il y a des catégories qui apparaissent. C'est-à-dire qu'il y a les migrants, il y a les femmes, il y a des catégories humaines qui apparaissent et qui sont traitées comme des catégories, alors qu'il n'y a pas de catégorie, il y a des individus. Et entre un migrant, un autre migrant, vous avez 3 individus. Et si vous le regardez comme un individu, ce n'est plus un migrant. Vous voyez ce que je veux dire ? Si à la place d'avoir la catégorie des défavorisés, vous sentez bien qu'il s'agit d'hommes et de femmes, avec chacun un univers intérieur fort, vous ne pouvez plus boucler les yeux comme parfois les riches font quand ils disent les pauvres. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, ce n'est pas les pauvres, ce n'est pas une catégorie. On n'est pas une catégorie sociale. On est une unicité multipliée, quoi.
et qui contient chacun, voilà, qui peut après, on peut les répartir dans des catégories si on veut comprendre des choses quelque part aussi. Je ne suis pas bornée à ce point-là, mais c'est une attitude vis-à-vis de l'autre, c'est une attitude humaine qui est très importante d'avoir toujours, de pas classer les gens, jamais. D'être à égalité justement dans le rapport. Surtout que le cinéma, c'est sûrement celui des arts qui a le plus de poids et d'influence sur la société, même si je crois qu'il faut relativiser l'importance du cinéma, mais bon, c'est vrai qu'un peintre, bon, c'est confidentiel, un écrivain, c'est pareil. Donc le cinéma, vous faites un film, il passe à la télé, c'est déjà des millions de spectateurs qui le voient. Donc là, il y a une responsabilité justement de pas tomber dans la facilité, dans le regard sur le monde. Puisque là, quand même, on va être vu. Donc, si comme dit Marion, on généralise, finalement, on est quelque part un peu malhonnête. L'honnêteté, c'est de dire il y a une complexité des choses. Moi, ce que j'aime bien dans le dernier film, là, dans le film qu'on vient de voir, c'est que la mère, on la voit que de loin, on a l'impression qu'il est victime de sa mère. Bon, elle a l'air un peu acariâtre, mais il a quand même crevé l'œil de sa sœur. Donc, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Voilà, et eux, ils comprennent pas très bien ce qui se passe, ni les uns ni les autres, ils comprennent pas très bien ce qu'il a, lui-même comprend pas ce qu'il a fait, etc. Donc c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on se dit mais oui, j'en connais des jeunes comme ça, ils sont un peu perdus, voilà. Donc ça c'est intéressant, mais si c'était s'il était victime de sa mère, ça serait dommage. Non mais ça serait simple. On dirait, il est victime de sa mère. Or, au fond, tout est très très complexe dans notre société, très complexe. Et ça ne s'arrange pas même avec le temps, parce qu'on commence à être vieux et on trouve que c'est de plus en plus compliqué de comprendre. Respecter les gens, c'est penser qu'ils sont intelligents. C'est pas dire, c'est ça. Et penser qu'ils sont intelligents, ça veut dire qu'ils peuvent comprendre la complexité des choses. Ouais. Je vous remercie pour avoir répondu à... Non, mais merci pour tes questions, qui étaient très intéressantes et qui nous ont justement permis de parler. De parler de tout ça. Bravo. Merci. Bravo.